Imaginez un esprit qui vient taper l'incruste dans le lit d'un mec qui ne supporte personne. Fini la tranquillité. Il doit maintenant cohabiter avec un intrus qui piétine toutes ses règles. Si vous voulez voir un ours mal léché perdre totalement les pédales, vous êtes au bon endroit. C'est ainsi que commence le renard dans mon lit. L'esprit a squatté son matelas sans demander son reste. Alors faites de même avec la chaîne en vous abonnant et lâchez un like si vous trouvez que le héros a un peu abusé avec son coup de pied. Allez, on envoie la sauce. Sous une pluie battante, de celle qui vous glace jusqu'aux os, un petit garçon supplie son grand frère de ne pas l'abandonner. Son cri s'étouffe brusquement, ce n'est qu'un souvenir de plus qui vient le hanter. Retour au présent, un petit renard blessé et trempé jusqu'à la moelle gît dans la boue, vivant le pire jour de sa vie. Par chance, une main le ramasse avant que l'orage ne finisse par l'achever. Plus tard, en cours, Kyuji débarque dans la salle de classe en dégoulinant comme s'il sortait d'un naufrage. Il marmonne des excuses sans conviction et s'installe, ignorant la mare qu'il laisse derrière lui et que l'agent d'entretien va détester. Son voisin le dévisage, surpris, car le gars est d'ordinaire réglé comme une horloge, mais aujourd'hui, on dirait qu'il sort d'un combat acharné contre un lave-linge. Kyuji ne calcule personne, il a la tête ailleurs, pensant à la petite bête qu'il a sauvée et laissée enfermée chez lui. À peine la cloche a-t-elle sonné qu'il tente de s'éclipser, mais un groupe de filles lui barre le passage. Elles veulent juste récupérer les fichiers pour le devoir, mais Kyuji leur lance un regard si noir qu'elles en restent pétrifiées. Il leur tend les documents sans décrocher un mot, et elles détalent comme si elles avaient vu un fantôme. Il faut dire que Kyuji a la chaleur humaine d'un congélateur. Il a juste son masque noir, complétant son look de parfait asocial. Son pote le prévient que, s'il continue de tirer une tronche pareille, la solitude sera bientôt sa seule et unique compagne. Kyuji se fiche royalement d'être le mec le plus populaire de la fac. Il met fin à la discussion en claquant la porte, signifiant clairement que devenir son ami est une mission suicide que personne ne veut tenter. Sur le chemin du retour, il s'arrête net, frappé par un souvenir crucial. Il se précipite vers une boutique et manque de défaillir de soulagement en voyant qu'il en reste encore en rayon. Il s'avère que le jeune homme est un fan inconditionnel des Nekonian, ses chatourons. Le caissier le dévisage comme s'il n'avait pas vu la lumière du jour depuis des lustres, mais il s'en moque, il attrape son sac et repart sans même un merci. Il est tellement ravi de son nouveau jouet qu'il en a presque les yeux qui brillent. Il s'imagine déjà dîner avec ses peluches qui, au bout du compte, sont ses seuls vrais amis. Dès qu'il rentre, il court voir comment se porte le renard. Le pauvre animal est toujours inconscient et tremble tellement de froid que Kyuji décide de l'installer sur son lit et de l'emmitoufler sous la couette jusqu'au museau. Finalement, il n'est peut-être pas aussi glacial qu'il en a l'air, il reste à son chevet pour le surveiller, songeant au fait que tout le monde a ignoré cette petite bête qui souffrait seule sous la neige. Il ne sait que trop bien ce qu'on ressent quand personne ne vous regarde alors qu'on a désespérément besoin d'aide. Le lendemain matin, au réveil, il sent quelque chose d'incroyablement doux entre ses mains. Encore à moitié endormi, il savoure cette texture soyeuse, pensant que c'est la chose la plus mignonne au monde, jusqu'à ce que son cerveau percute un renard ne devrait pas prendre autant de place. Il ouvre les yeux et tombe nez à nez avec un mec aux cheveux roses et aux oreilles pointues, installé dans son lit. Le renard blessé était en fait un esprit à forme humaine. Ce qu'on ne lui avait pas dit, c'est que le sauvetage impliquait de se réveiller avec un inconnu qui vous respire à 10 cm du visage. Kyuji reste planté là, les yeux écarquillés, incapable de croire ce qu'il a devant lui. Il aurait préféré mourir sur place. Kyuji vient de se prendre le choc de sa vie, le petit renard qu'il avait secouru s'est transformé en un mec aux cheveux roses, confortablement installé dans son lit. Complètement dépassé par la situation, il reste pétrifié, le cerveau totalement en vrac. Plutôt que de chercher à comprendre, il passe en mode autodéfense et lui décoche un coup de pied magistral en plein dans les valseuses. L'esprit découvre son nouveau corps humain de la manière la plus brutale qui soit en apprenant que cette zone est le point faible ultime de l'espèce. Il ne l'a pas tué, mais il l'a séché net. Kyuji panique en voyant l'intrus s'effondrer. « T'es qui toi et qu'est-ce que tu fous dans mon pieu ?» hurle-t-il en reculant comme s'il avait vu un fantôme. Il n'arrive pas à imprimer qu'un inconnu ait pu s'incruster chez lui de façon aussi absurde. Le type essaie tant bien que mal de s'expliquer, mais il baragouine un truc qui ressemble à de la friture sur une vieille radio. Kyuji le dévisage, totalement paumé, les sons qui sortent de cette bouche ne sont que du bruit blanc pour lui. La créature se jette à ses pieds pour implorer sa pitié. Mais Kyuji est hors de lui. « M'approche pas, reste là où t'es », le menace-t-il, prêt à lui en remettre une au moindre geste suspect. Il ne veut rien avoir à faire avec ce cinglé qui a clairement une paire d'oreilles en trop. L'intrus reste prostré au sol, digérant son humiliation pendant que Kyuji l'agonie d'injures pour qu'il dégage. « Casse-toi d'ici ou j'appelle les flics », éructe-t-il, la veine du front prête à exploser. L'esprit lui lance alors un regard de chien battu, mais Kyuji n'en a cure. Pour lui, ce spécimen est une menace directe pour sa santé mentale. Il l'attrape par sa capuche, comme s'il s'agissait d'un vulgaire sac poubelle, et le balance sur le palier sans l'ombre d'une hésitation. « Et ne t'avise pas de revenir », lui lance-t-il avant de claquer la porte si fort que les murs en tremblent encore. Le pauvre bougre reste planté là, sur la pelouse, à accuser le coup du rejet le plus violent de sa vie.
Il n'arrive pas à croire qu'on le jette comme ça après l'avoir soigné. Pendant ce temps, Kyuji débarque à la fac, à bout de souffle. Il marche en jetant des regards paranoïaques autour de lui, comme s'il avait une dette envers la mafia, essayant de se convaincre que ce qu'il a vu n'était qu'une hallucination due à la fatigue. Mais à peine entré en cours, le relou aux cheveux violets l'attend déjà pour le chauffer sur son retard habituel. Kyuji n'a qu'une envie, qu'il la ferme. Mais la journée commence déjà très mal. Le type l'interroge sur le devoir à rendre, et c'est là que le cerveau de Kyuji lâche prise entre le choc et le chaos qu'il a laissé chez lui. Il a totalement zappé la seule chose qu'il devait présenter. Alors que l'autre se marre en disant qu'il va se faire virer, Kyuji est à deux doigts de lui refaire le portrait. Comme on pouvait s'y attendre, il se fait sortir de la salle pour ne pas avoir rendu son travail. Il rumine sa rage dans la rue, certain de vivre la pire journée de son existence à cause de ce squatteur bizarre. Il se demande comment il a pu entrer alors que tout était fermé, même si un cambrioleur avec un déguisement aussi naze et cet air paumé n'a pas l'air bien méchant. Soudain, la culpabilité commence à le ronger. Il repense à l'expression du gars et se dit qu'il a peut-être eu la main lourde, il avait vraiment l'air de demander de l'aide, et ce costume de renard lui rappelle furieusement quelque chose. C'est là que ces deux derniers neurones finissent par se connecter. Il réalise soudain, mais qu'est-il arrivé au petit renard qu'il a sauvé hier soir? Il fonce chez lui et rentre en trombe, pour découvrir que l'inconnu a déjà repris ses quartiers. Il n'a aucune idée de comment il a fait pour rentrer à nouveau, mais le voilà, assis là comme s'il était chez lui. En entrant, Kyuji découvre un salon transformé en véritable champ de bataille. Des traces de boue maculent tout le sol et le canapé est dans un état de saleté indescriptible. Le pauvre n'en croit pas ses yeux, mais le rouquin le regarde avec un air tellement absent qu'on se demande s'il ne faudrait pas une notice pour le faire réagir. Blême de rage, il fonce sur l'intrus avec la première arme qui lui tombe sous la main, un balai. La veine du front prête à exploser, il le somme de s'expliquer sur sa présence ici. Après s'être fait un peu secouer, le garçon renard tente de s'expliquer mais le courant ne passe pas du tout. Kyuji l'écoute, mais c'est du charabia, on dirait un perso des Sims qui essaie de s'exprimer après une soirée trop arrosée. Impossible de porter plainte pour vol puisque rien ne manque. Avec ses oreilles bizarres, c'est sûrement juste un cosplayer paumé qui a atterri là à cause d'un bug de GPS. Le type semble enfin capter le topo. Il se désigne du doigt et lâche un nom, Nagisa. Puisque l'énergumène a l'air de vouloir s'incruster, Kyuji tente une approche basique pour voir si les neurones se connectent. Il pointe sa poitrine et décline son identité Kyuji. Sauf que l'autre, en essayant de répéter le nom de son sauveur, l'appelle Koji. Kyuji pète un câble direct esprit ou clochard mystique. Peu importe, on ne massacre pas son nom comme ça. En lui saisissant les mains pour qu'il l'écoute enfin, il manque de faire un malaise. Le gamin est dans un état lamentable, recouvert d'une telle couche de crasse qu'on dirait qu'il sort d'un chantier archéologique. Kyuji ne peut plus voir ça, et l'expédie Fissa vers la salle de bain. Il lui ordonne de se décrasser sérieusement s'il ne veut pas finir à la porte, puis claque la porte en espérant que l'eau fera le miracle de révéler un être humain sous toute cette boue. Pendant que le renard s'occupe de son hygiène, Kyuji attrape une serpillière pour éponger le désastre. Tout en frottant, il repense au petit renard qu'il a sauvé hier et qui s'est volatilisé. C'est quand même une sacrée coïncidence qu'un type avec des oreilles apparaisse pile maintenant. Mais pour préserver sa santé mentale, il décide que ça n'a aucun rapport. C'est du déni de haut vol, il préfère croire au hasard, plutôt que d'admettre qu'un esprit millénaire est en train de se laver les pieds chez lui. Sa tranquillité est de courte durée, un hurlement strident déchire soudain le silence de la salle de bain. Kyuji se précipite pour voir ce qu'il se passe et trouve le garçon renard prostré au sol, tremblant comme s'il venait de voir un fantôme. Apparemment, le gamin a une peur bleue de l'eau, pire qu'un chat de gouttière. Mais vu l'odeur qu'il dégage, la douche n'est pas négociable. Il l'attrape et commence le décapage au jet d'eau pendant que l'autre hurle comme si on l'exorcisait. Kyuji essaie de lui retirer ses oreilles, pensant que c'est un accessoire, mais il manque de lui arracher le cuir chevelu. Soit c'est de la colle extra forte, soit elles sont vraies, car la douleur du petit a l'air bien réelle. Et comme si ça ne suffisait pas, le gamin voit la mousse du shampoing et se dit que c'est l'heure du goûter. Il a une curiosité presque touchante, jusqu'à ce qu'on réalise que bouffer du savon est le meilleur moyen de finir aux urgences. Après cette épopée, Kyuji s'effondre sur le canapé, lessivé. Il n'arrive pas à croire que le type soit assez déconnecté pour ne même pas savoir se laver seul. Il commence à se dire qu'il lui manque une case ou qu'il est totalement amnésique, car il semble n'avoir aucun repère. Finalement, devant tant d'impuissance, il décide de l'héberger un moment. Du moins, jusqu'à ce qu'il comprenne de quelle forêt ou de quel asile s'est échappé ce drôle de spécimen à queue. Au palais des renards, c'est l'effervescence, le roi est sur le point d'exploser parce que son héritier s'est fait la malle. Sa femme suggère de refiler le trône à leur autre fils, mais le vieux ne veut rien entendre. Pour lui, Ren est un bon à rien avec sa queue unique et le mettre aux commandes serait la blague du siècle. Persuadé que Nagisa est le seul qui tienne la route, il envoie toute la garde le traquer par terre et par mer. Pendant ce temps, dans l'appartement, l'héritier découvre que la liberté s'accreuse. Nagisa regrette déjà les banquets du palais, affalé sur le canapé pendant que son ventre hurle à la mort. Regardez-le, le pauvre a moins d'instinct de survie qu'un hamster sorti de sa cage dorée.
C'est là que Kyuji débarque avec de quoi manger. Le bruit qui s'échappe de la couverture en dit long. Il finit par asseoir le gamin à table, mais Nagisa fixe les baguettes comme s'il devait résoudre une équation de la NASA. N'ayant pas la moindre idée de comment s'en servir, il laisse sa dignité au vestiaire et commence à s'empiffrer à pleine main dans un boucan d'enfer. Kyuji ne supporte plus ce vacarme et finit par saturer en 2 secondes. Au final, il n'a pas d'autre choix que de lui donner la béquée comme à un oisillon tombé du nid pour qu'il se taise enfin. Il prétexte qu'il n'a pas de cuillère, mais la vérité, c'est que voir ce type manger, c'est comme voir un prince Disney tenter de survivre dans une décharge. Le gosse est tellement maladroit que Kyuji va devoir acheter des couverts s'il ne veut pas passer sa vie à faire l'avion, tout en faisant la vaisselle. Réalise que sa vie d'étudiant tranquille est morte et enterrée. Il est devenu le baby-sitter d'un ado d'1,60 m avec des oreilles de cosplay. L'heure du dodo arrive et le renard tente de s'incruster dans la chambre comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde, mais Kyuji le stoppe net. Direction le salon sans escale, aucune petite moue triste ne fera le poids face à son envie de dormir seul. Il lui claque la porte au nez et s'affale sur son lit, essayant de digérer cette journée catastrophe. Mais le calme est de courte durée. Il se rappelle qu'il ne peut pas garder ce squatter éternellement. Quelqu'un, quelque part, doit forcément chercher un garçon aux cheveux roses avec une queue en peluche. Il épluche les avis de disparition sur son téléphone, mais le moteur de recherche ne donne rien. Comme si le gamin s'était matérialisé en pleine ville par l'opération du Saint-Esprit. Kyuji finit par jeter l'éponge. Ce sera un problème pour le Kyuji de demain. Il ferme les yeux avant que son cerveau ne grille. Dans l'obscurité du salon, Nagisa fixe le plafond, l'air mélancolique. Sa curiosité s'est envolée, le silence de la part le ramène à la réalité. Et tout ce qu'il veut, c'est retrouver sa maman. Affalé sur le canapé, Nagisa essaie tant bien que mal de comprendre comment il a atterri dans cet appart. Il se rappelle pourtant très bien que son frère l'a balancé sans ménagement dans un portail noir et qu'il a fini sa course ici, chez un parfait inconnu nommé Kuji. Le garçon renard est complètement paumé, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Kuji n'aide pas vraiment. Déjà en retard pour la fac, il lui aboie des ordres comme s'il était à l'armée. Il le menace d'appeler les flics s'il casse quoi que ce soit. Mais Nagisa le regarde avec des yeux ronds. Forcément, il ne parle pas la même langue, et pour lui, le mot « police » ne doit absolument rien évoquer de menaçant. Kuji sait bien que laisser un étranger seul chez lui est risqué, mais il n'a pas le choix et finit par mettre les voiles. Une fois seul, l'estomac de Nagisa commence à crier famine. Il part donc en quête de quelque chose à chasser dans la cuisine, mais en chemin, il écrase par mégarde la télécommande. La télé s'allume d'un coup, et là, c'est la panique totale. Des voix sortent de la boîte et il voit une femme en train de pleurer. Pour lui, c'est limpide, des gens sont prisonniers et souffrent là-dedans. N'écoutant que son courage, Nagisa décoche une droite monumentale dans l'écran, persuadé de sauver une malheureuse captive. La bonne nouvelle, c'est que la femme ne souffre plus. La mauvaise, c'est que la télé n'est plus qu'un tas de pixels morts et de verres brisés sur le tapis. Le gamin contemple le désastre, le cœur brisé, avec l'impression d'avoir achevé la seule boîte magique qui lui parlait. Pendant ce temps, en plein cours, Kuji sent un frisson lui parcourir l'échine. Il sent que quelque chose a foiré. Il essaie de se convaincre que c'est de la paranoïa, mais la réalité le rattrape violemment dès qu'il passe la porte. L'appart est devenu un champ de bataille, la télé a rendu l'âme et le coupable l'attend avec une tête de chien battu. Kuji explose et se met à lui hurler dessus, tandis que le petit gars aux cheveux roses tremble comme s'il attendait son exécution. Voyant que la créature est à 2 doigts de la crise de nerfs, Kuji décide de lâcher l'affaire et va prendre une douche pour éviter de commettre un meurtre. Il espère que l'eau va lui vider la tête, mais son moment de calme est de très courte durée. En sortant de la salle de bain, il découvre que le squatter s'est déjà approprié le lit, faisant de lui un réfugié dans son propre salon. Trop épuisé pour discuter, il s'écroule par terre pour dormir comme il peut. Mais le destin en a décidé autrement, à peine ferme-t-il les yeux que la lampe s'allume. Il l'éteint, tente de se rendormir, et reblote-clic. La lumière l'agresse à nouveau. Il a un examen demain, et le petit monstre semble bien décidé à ce qu'il le passe avec le cerveau en compote. Kyuji débarque à la fac avec une tête à faire passer un figurant de The Walking Dead pour un top modèle. Il calcule à peine le prof, et encore moins ceux qui essaient de lui décrocher un mot aujourd'hui. Il n'a clairement pas la patience de supporter qui que ce soit. Tout ça, c'est la faute de Rouquin qui a découvert l'interrupteur de la lumière et s'est amusé avec comme un gosse pendant toute la nuit. Alors, dès qu'il franchit le seuil de son appart, son seul et unique objectif est de s'écrouler pour pioncer. Sauf que le renard a déjà squatté son lit. Nagisa roupille comme s'il était le maître des lieux, sous le regard noir de Kyuji qui meurt d'envie de lui coller une baffe pour le renvoyer direct à son époque. En l'observant de plus près, il trouve ça louche qu'il ne retire jamais ses oreilles, même pour dormir. La curiosité finit par l'emporter sur la fatigue, et il s'approche pour enquêter avec la discrétion d'un ninja. Profitant que son invité dort à point fermé, il veut vérifier si ses oreilles sont vraies ou si c'est un accessoire ultra réaliste. Il en effleure la pointe et, vu leur douceur, le doute n'est plus permis, elles sont bien réelles. Aussitôt, il se sent mal à l'aise d'avoir tripoté un inconnu sans son consentement. Finit par se résigner à dormir sur le canapé.
Mais à peine a-t-il fermé les yeux que le gamin surgit juste à côté de lui, manquant de lui décrocher une crise cardiaque. Nagisa tente de bafouiller quelque chose, mais un énorme gargouillis lui coupe le sifflet. Il a tellement la dalle que son estomac hurle à l'autre bout de la pièce. Kyuji, à bout de nerfs, lui désigne le frigo en lui expliquant que c'est une sorte de point de spawn infini pour la bouffe. Mais dès qu'il sent le souffle d'air froid, le gamin recule comme s'il venait de voir un fantôme. Faut croire qu'à son époque, on conservait les aliments avec du sel, pas dans des boîtes blanches qui crachent de la magie givrée. Nagisa reste planté là, muet, admirant ce miracle comme s'il venait de découvrir le feu. Et Kyuji comprend que c'est sa chance. Si le renard reste scotché devant les laitages, il va enfin pouvoir récupérer son lit et arrêter de dormir tout recroquevillé sur son canapé. Il s'éclipse avec la discrétion de celui qui tente de quitter un groupe WhatsApp sans se faire remarquer. Le plan est simple mais parfait, la chambre, le verrou, et que le monde s'écroule dehors. Au moment précis où Nagisa se retourne avec une part de gâteau à partager, Kyuji a déjà pris la fuite. Il lui claque la porte au nez en lui hurlant de le laisser tranquille. Un tour de clé, le claque salvateur, et enfin le silence. Il ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Il sait juste qu'il a repris son territoire et c'est tout ce qui compte. Le lendemain matin, il se réveille enfin reposé, mais son calme est de courte durée. Il entend un grattement contre la vitre et en tournant la tête, il reste pétrifié, le harceleur à queue de renard est là, suspendu à l'extérieur, lui faisant coucou avec son gâteau à la main. Ils sont à un étage élevé, mais visiblement, pour ce type, la gravité n'est qu'une suggestion qu'il a choisi d'ignorer pour ne pas petit déjeuner seul. Ce n'est pas juste un Spider-Man de pacotille. C'est un spécimen bien plus coriace. Même Spider-Man n'aurait pas osé un tel numéro pour une simple part de gâteau. Si le renard se joue des lois de la gravité pour s'incruster par la fenêtre, faites pas l'impasse sur le bouton s'abonner, venez agrandir la communauté. Dites-moi en commentaire quel manhwa vous voulez que je vous raconte la prochaine fois. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!